Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer doucement, les gens commencent à arriver. Donc, merci de répondre présent pour ce webinaire. Comme vous l'avez remarqué, vos micros sont coupés pour les différents temps d'échange, donc je vous invite à écrire, comme d'habitude dans les visios, vos questions dans le chat et je les ferai remonter aux différents intervenants au long de la visio. Donc, le réseau breton bâtiment durable, centre de ressources techniques en Bretagne, organise 1 à 2 fois par an une journée technique sur une thématique précise. Les années précédentes, une journée technique se présente sous la forme de plénières et tables rondes sur la matinée, puis d'ateliers suivis d'une visite de bâtiments sur la thématique l'après-midi. Donc, cette journée est organisée par un groupe de travail constitué en amont. Malheureusement, nous n'avons pas pu organiser en présentiel la journée technique cette année. C'est pourquoi nous nous retrouvons ce matin à distance pour une première partie. Nous avons donc choisi d'aborder aujourd'hui la thématique du confort d'été, sujet qui intéresse beaucoup puisqu'il y a plus de 180 inscrits ce matin. Donc la journée, si on peut dire ça comme ça, sera divisée en 2 temps. Une visio de 2 heures ce matin même et une visite d'opération en présentiel le jeudi 3 juin. Comme je le disais précédemment, ces 2 moments ont été organisés par un groupe comprenant le bureau d'études Canopée, l'aménageur territoire et d'ici de l'architecture, et donc nous-mêmes. Donc pour introduire la thématique, aujourd'hui le confort d'été est un sujet majeur. C'est en effet un problème devenant de plus en plus récurrent au fil des ans, notamment dû au réchauffement climatique et à l'urbanisation. Donc les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Donc, à savoir qu'une vague de chaleur, c'est un relevé de température de plus de 5 degrés au-dessus des normales durant 5 jours. Donc, on peut voir sur le graphique affiché à l'écran, une graphique tirée des données de Météo France, que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment depuis les années 2000, où plusieurs canicules ont pu être observées. Il va donc falloir se préparer et concevoir des bâtiments, que ce soit du tertiaire ou du logement, adaptés à ces problèmes de surchauffe estivale. Se préparer sans pour autant avoir recours à des dispositifs de climatisation qui ne font que déplacer le problème. C'est donc un sujet de plus en plus important dans les constructions durables qui doit être abordé par l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ainsi qu'en passant par la sensibilisation du maître d'ouvrage et des occupants. Donc, pour illustrer ces propos, nous avons réalisé un sondage concernant le confort d'été que nous avons diffusé sur les réseaux sociaux, donc avant cette visio. Donc, nous avons eu plusieurs réponses, avec une majorité de réponses de bureaux d'études et puis d'architectes et de maîtrise d'ouvrage. Et donc, l'ensemble des répondants dit prendre en compte le confort d'été dans leurs opérations, donc que ce soit en rénovation comme en neuf, notamment avec le choix des matériaux, l'orientation du bâtiment et la présence de protection solaire. Donc effectivement, ce sont tous des sujets que nous allons aborder dans la suite de ce webinaire, ce qui m'amène à vous annoncer le programme de ces 2 prochaines heures. Donc nous commencerons par aborder le confort d'été à l'échelle d'un quartier avec l'intervention de l'agence Johanson et l'aménageur territoire. Ce sera suivi par une capsule vidéo de quelques minutes sur Coolroof France. Ensuite, un échange aura lieu entre D'ici de l'architecture et Giboire sur comment prendre en compte le confort d'été dans les logements, puis une seconde capsule vidéo sur la Scope Ecopaille, et enfin, le BE Canopée et Abibois aborderont les différents modes constructifs. Entre chaque, des temps seront dédiés aux questions-réponses. Donc, je laisse maintenant la parole aux 2 intervenants pour la première partie, donc Sébastien Guibaud et Marie-Hélène. Sébastien, je te laisse prendre la main sur, ou Marie-Hélène, sur le diapo. Bonjour à tous. Oui, effectivement, dans cette première intervention, on va être à 2 voix, donc effectivement avec l'agence Johanson. On va se présenter en 2 mots, hein. Le territoire aménageur sur le territoire de la métropole pour la collectivité métropolitaine et ses communes, dans le cadre de développement ou de renouvellement urbain à travers différentes structures. Je passe très rapidement, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes
aménageurs du coup, sur le territoire de Rennes Métropole. On est 70 personnes environ qui travaillent sur les 43 communes avec quelques chiffres que vous voyez sur la gauche de l'écran pour avoir quelques éléments de repère. Marie-Hélène. Marie-Hélène Usureau, architecte urbaniste à l'agence Johan San. Johan San est une agence qui est située à Angers. Joanne Guichard-Floch, que vous voyez sur la gauche, est la fondatrice et elle dirige les projets avec 14 personnes, donc 6 architectes, 3 assistants, ingénieurs, infographistes et urbanistes. L'ADN de l'agence, c'est de créer des espaces de vie dans une dimension écologique et de qualité d'usage avec une vision collaborative. Le projet se construit autour du dialogue et de l'échange. Nos domaines d'intervention sont le logement collectif, individuel, mais aussi l'enseignement supérieur ou les groupes scolaires, de la rénovation aussi dans les logements et tertiaires, aussi des projets d'aménagement urbain en ZAC ou en lotissement pour des promoteurs privés. Donc, la ZAC des Hautes-Perrières, on va resituer un petit peu le contexte. C'est un quartier jardin en lisière agricole et il se situe à la limite est de la commune de Vern-sur-Sèche. Elle est cadrée par, au nord, donc la route de Novoitou, à l'ouest, la ligne de chemin de fer qui rejoint Rennes, de Châteaubriand à Rennes, et au sud, la rue des Perrières. C'est un site qui est en pente du nord au sud, avec une pente d'environ 5% et des variations fortes à 10%, notamment sur l'ouest avec le vallon du Paillac. Le projet est issu d'une démarche collaborative. On a démarré vers 2014-2015 une session d'atelier collaboratif avec les élus, les experts, des habitants, et nous avons travaillé et réfléchi sur différentes thématiques: la mobilité, la mixité d'habitat, la nature, la biodiversité, etc. Donc, ces ateliers ont permis de bien nourrir le projet et la vocation première, c'est donc une vocation résidentielle. Donc, c'est un habitat dans on va dire, dans un contexte bocager. Le site représente 23 hectares. On a 6 hectares de parc. Donc, à l'est, en limite est, le vallon du Clos-Sautin. En limite ouest, le vallon du Paillac. Nous allons proposer une diversité de manières d'habiter et construire 680 logements à terme. Et simplement pour compléter, voilà, on a choisi cette opération pour illustrer un peu la thématique d'aujourd'hui, parce que c'est possible de prendre un cas d'école. Donc, pour situer, c'est une commune d'à peu près 8000 habitants qui se situe au sud-est de Rennes Métropole. On va passer rapidement sur le reste de la présentation pour rentrer ensuite dans le… Oui. La composition globale du projet s'articule autour de ces 2 vallons. Le vallon du Paillac à vocation naturelle et de lieu de promenade, et le vallon du Clos-Sautin à l'est, plutôt sur des thématiques de l'agriculture urbaine. L'objectif et les enjeux aussi sur ce secteur, c'était de renaturer les ruisseaux du Paillac à l'ouest, envahis par un étang qui n'avait pas de source de biodiversité. Et à l'est, on voit le long des haies bocagères le ruisseau du Clos-Sautin. Voilà. Alors, du coup, pour aborder cette thématique du confort d'été dans le bâtiment, alors effectivement, la demande ici, c'était de nous faire intervenir sur le volet urbaniste et aménageur. Alors, on va essayer d'être assez synthétique, parce qu'on a à peu près 15-20 minutes, mais en gros, on a essayé de résumer ça autour de deux modalités d'intervention. Donc, en tant qu'aménageur urbaniste, on est évidemment maître d'ouvrage des infrastructures d'espace public. Donc, on va voir comment est-ce qu'on essaye, on a tenté d'aborder dans cette première phase, parce qu'au début de cette opération,
cette thématique du confort d'été à travers ce prisme de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures d'espace public. Et puis, le deuxième volet, évidemment, c'est notre rôle de prescripteur auprès des îlots cessibles, à la fois, donc là, c'est dans le cas des Hautes-Perrières, on a à la fois du logement individuel, donc auprès de particuliers, mais également auprès d'opérateurs immobiliers, bailleurs sociaux ou promoteurs. Dans un premier temps, notre mode d'intervention en tant que maître d'ouvrage des infrastructures d'espace public, différentes thématiques qu'on peut aborder, qu'on a résumé autour de 4 paramètres, la trame verte et bleue, limiter l'imperméabilisation des sols, le choix des matériaux, la gestion aérienne des eaux pluviales. L'idée, c'est de minimiser notre impact, on va dire, sur l'infrastructure des espaces publics, sur le sol, pour favoriser évidemment du coup, la perméabilité des sols, limiter, favoriser aussi le rechargement de nappe, intercepter un maximum aussi d'eau, préserver la nature en place, la renforcer, on va le voir tout à l'heure dans le projet paysager, ça dans un écosystème global qu'on va détailler en fait quelques illustrations du domaine public. Marianne, je te laisse présenter les quelques croquis et coupes qu'on a à l'écran. Dans la composition globale du quartier, on a une épine dorsale, on va dire une rue principale de nord au sud qui traverse la ZAC. Et le parti pris des paysagistes concepteurs, Urbicus, c'est d'avoir donc à l'ouest un talus planté avec un fossé bien planté sans alignement d'arbres, et à l'est d'avoir un trottoir et l'aménagement d'une alternance entre du stationnement, des arbres de haute tige et une petite bande végétale qui donne une lisière entre l'habitat et cette rue principale. On a vraiment optimisé les rubans d'enrobés pour avoir un esprit bocager et champêtre. Et la majorité des matériaux en dehors des voiries sont perméables. Donc, on a principalement du pavé joint enherbé pour ce qui est des trottoirs, enfin pour les stationnements notamment. Sinon, on est sur de la noue, on est sur de l'espace naturel. On retrouve également cette thématique dans les voies secondaires. Voilà, les voies secondaires, elles sont, plutôt est-ouest et avec les venelles. Le maillage du coup de ces rues secondaires rejoint un peu aussi la topographie du site. Et là, pareil, le parti pris a été de minimiser l'espace de la voiture. Et donc, on a une voie partagée de 3,60 au lieu en général, on est plutôt sur les 5,50 à 6 mètres. Et de planter de part et d'autre de cette voie, en lisière aussi, des surfaces et des parcelles à aménager. Donc, ces voies secondaires sont directement connectées aux 2 vallons qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, à travers des chemins. Le vallon du Paillac à l'ouest, qui lui va avoir une intervention délicate. On va aménager quelques principes de cheminement et d'espace de repos et de belvédère. On va replanter aussi un certain nombre d'arbres. On va donc recréer le lit du ruisseau du Paillac et aussi une passerelle pour relier le quartier au centre-ville de Vins-sur-Sèche. En 2 mots ici, en fait, sur la gauche, on avait initialement un étang artificiel sur un cours d'eau entouré d'une prairie. Et donc, notamment à l'aune des ateliers de concertation avec les riverains, il avait été remarqué lors d'épisodes de forte chaleur, typiquement, qu'il n'y a pas de lieu effectivement de promenade ou de repos à l'ombre, malgré la présence de l'eau. Et donc, on a profité de cette intervention parce qu'on a supprimé cet étang artificiel. Comme l'a dit Marie-Hélène, on a procédé à une renaturation qui est en cours d'ailleurs du ruisseau du Paillac. Et on va planter environ 200 arbres autour de ce projet d'aménagement de renaturation du ruisseau pour favoriser l'utilisation finalement d'espaces à l'ombre, protégés, à proximité immédiate du quartier. Là, on a ce qui est dessiné aujourd'hui, c'est le chemin du Fermont qui est conservé et dans l'état actuel, un chemin plutôt rural.
Notre deuxième mode d'intervention, hein, on va assez vite, c'est d'être prescripteur pour les lots cessibles auprès des opérateurs immobiliers particuliers. On n'est pas encore rentré dans cette thématique, c'est un sujet qu'on travaille actuellement, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, c'est celle de la labellisation ou effectivement de labellisation énergétique ou autre, d'ailleurs en rapport avec le confort d'été. On va plutôt aujourd'hui aborder la question urbaine avec la présence évidemment de notre urbaniste, Marie-Hélène. Alors simplement, effectivement, d'un point de vue on évoquait, c'est le début effectivement, de cette prise en compte de la thématique d'un point de vue réglementaire. Dans le pays de Vie de Rennes Métropole, il y a une OAP Santé, Climat, Énergie qui mentionne effectivement les principes d'aménagement pour favoriser. Donc, ça a déjà été évoqué par Clémence en préambule, mais c'est important de le rappeler parce que c'est dans un outil réglementaire toutefois. Donc, le confort d'été, évidemment, la double orientation des logements, le revêtement de sol à privilégier et évidemment les protections solaires pour les bâtiments façade sud et ouest. Et c'est à travers ça, effectivement, qu'on a retranscrit, en tout cas, qu'on accompagne, nous, avec l'agence Johansan, les particuliers et les opérateurs immobiliers. Alors, c'est un extrait là du cahier de prescription de la ZAC. Marine, peut-être en dire deux mots. Oui, dans le cadre de notre mission d'urbaniste, on accompagne les nouveaux habitants et les constructeurs pour une sensibilisation et une incitation, voire préconisation vers les enjeux environnementaux. On n'est que dans la préconisation aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, il faut aller au-delà. Et si on veut arriver à améliorer les choses, à intervenir, et je pense qu'il faut un cadre beaucoup plus restrictif, enfin, pas restrictif, mais réglementaire. Donc voilà, dans nos cahiers de prescription, par thématique, on a des incitations, des bons gestes à avoir pour améliorer son habitat et tendre vers des solutions vertueuses. Donc, et là, donc, c'est sur un peu les orientations, la ventilation, les matériaux. Après, on peut aller sur la… Ouais. Et donc, pour favoriser effectivement ce confort d'été, pour accompagner cette thématique, on parle d'augmentation, de présence du végétal, de limiter l'impalmisation des sols. Ça passe aussi, du coup, par les outils plus prescriptifs. Donc, le premier, c'est la fiche de l'eau qui est présentée à l'écran. Donc, on donne une implantation indicative pour accompagner aussi les promoteurs ou les bailleurs et les architectes dans nos intentions de base sur la composition par rapport au site, par rapport au contexte et par rapport aussi à ce qu'on veut offrir aux nouveaux habitants. Donc, des orientations différentes, une intégration, on peut peut-être passer sur la slide suivante, une intensification de la trame végétale au cœur des îlots, de créer justement ces îlots de fraîcheur à l'intérieur des îlots et de mettre en interaction avec le paysage qui ici est très important parce qu'on a une vue dégagée sur le Clos Sautin à l'est. Donc voilà, on va orienter les fiches d'îlots dans un sens à améliorer aussi les choses. Y compris auprès des particuliers. Aussi auprès des particuliers. Donc là, on impose, alors on a un extrait de plan de vente en bas à droite, où là, on a imposé des zones non constructibles en vert. On a imposé donc une zone constructible dans une limite d'emprise. On va aussi, comme on disait tout à l'heure, inciter à bien aménager son jardin pour le rendre à ce qu'il soit un peu plus frais. Donc, au moins, implanter au moins un arbre. Aujourd'hui, on est là, mais demain, il faut quand même, enfin même aujourd'hui, aller plus loin. Préconiser des matériaux poreux, de la compacité, les orientations aussi favorables. Et puis aussi la teinte, le choix des matériaux. Bon, là, on est toujours dans l'incitation. Avec quelques interdictions de type, un exemple qui vient à l'esprit, on interdit les enrobés, par exemple, oui, sur les sur le stationnement. Oui. On favorise toujours les espaces drainants sur les espaces même perméables. Et du coup, c'est l'illustration pour la transition avec le dernier point, où là, on est un peu plus prescriptif, mais un peu comme dans beaucoup d'opérations aujourd'hui, c'est sur la gestion des eaux pluviales, où là, on va objectiver vraiment cette approche, c'est-à-dire que on vient contrôler et vérifier
Au-delà de là, c'est la préconisation. Donc là, c'est encore un extrait du cahier de prescription. Comment gérer l'eau dans son quartier, comment gérer l'eau dans sa parcelle. Donc là, il y a un accompagnement des habitants et des opérateurs. Mais en fait, on vient aussi vérifier, nous, les coefficients d'imperméabilisation à chaque permis et avec des calculs du coup, sur chaque permis de construire. On vient vérifier que nos coefficients sont bien vérifiés. Donc, on limite aussi l'imperméabilisation des sols, la végétalisation, à la fois sur le, en fait, en gros, on agit à la fois sur le domaine public et privé pour minimiser l'impact finalement d'imperméabilisation et favoriser aussi la place du végétal à la fois sur le public, mais aussi pour que ça rentre dans les parcelles privées. Oui, parce que la ZAC gère la gestion des eaux pluviales avec l'aménagement de bassins dans les vallons, dans les 2 vallons, puisqu'il y a 2 versants du coup. Mais on a aussi poussé à ce que, au niveau de la parcelle, on puisse aussi limiter l'impact de l'imperméabilisation. Donc là, on se base quand même sur le coefficient de végétalisation qui est mis en place dans le PLUI de Rennes Métropole. Voilà, similaire, exactement. Donc, on a constitué un tableau qui permet au constructeur d'informer son projet et de voir s'il est conforme au coefficient, au taux, enfin un taux de végétalisation à atteindre. Voilà. Merci. On est dans le timing. Merci. Merci pour votre présentation. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pour l'instant, on a une question concernant la première partie de votre présentation sur les espaces verts et de circulation. Donc, l'espace partagé étant moins large, pas de souci au niveau de sécurité. Oui, c'était sur celle-là. Alors, je peux commencer, puis Marie-Hélène, tu peux me compléter. C'est un vrai sujet, effectivement, parce qu'on cherche, alors on est dans une ville plutôt résidentielle, dans un quartier résidentiel, Marie-Hélène l'a dit tout à l'heure, on est uniquement sur de la production de logement. On est sur, alors je vais plutôt illustrer avec le plan plutôt général qu'on aperçoit ici. En fait, ici, on a l'artère principale est une rue en zone 30, et Marie-Hélène évoquait tout à l'heure, on a les venelles qui sont est-ouest. Alors, c'est des venelles de desserte des logements, principalement individuels. Alors, on a tendance on pense sincèrement que on va être dans des espaces de partage, sans bordure, sans trottoir. Et donc, ça ne peut que favoriser une diminution des vitesses et donc un meilleur partage de la voirie. Mais c'est vrai, ça interroge, Marianne, je sais pas ce que tu en penses aussi, ça interroge effectivement, c'est une approche qui est à valider, expérimenter pour s'assurer qu'on est bien à 15-20 km/h maximum dans ces espaces de rencontre. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu un défi parce que nous, on n'a jamais eu ce genre d'aménagement. Et je trouve que c'est intéressant de voir, on verra l'usage, oui, si vraiment ça fonctionne bien. On a quand même un réseau assez important de venelles et de voies partagées. Donc, on se dit que, de toute façon, c'était l'objectif que les rues soient apaisées et qu'on ait la place dédiée aux piétons, aux vélos et que la voiture, elle, soit au pas, quoi. Une deuxième question sur quelle est la prise en compte des recommandations par les promoteurs et les particuliers. Alors, recommandations liées à l'imperméabilisation des sols ou... Oui, moi j'imagine que c'est pour ça. En fait, il y a l'imposition du coefficient de végétalisation. Donc ça, c'est pour tout le monde. C'est réglementaire. Voilà. Pour les particuliers, il y a l'imposition des zones constructibles. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail du cahier de prescription, mais il y a aussi l'imposition de matériaux, de végétalisation. Il y a l'imposition de planter un certain nombre d'arbres par mètre carré, limiter l'implantation du sol. Et par contre, pour les promoteurs, Marie-Hélène, on est plus dans un discours, dans un dialogue avec l'équipe d'architectes et les opérateurs sur la base de ta fiche d'îlot. C'est ça. Oui. Les grandes trames sont identifiées ici, c'est qu'on fait rentrer le végétal, on fait rentrer le paysage dans les cœurs d'îlots, on limite, on a des bâtiments les plus compacts possibles pour limiter l'impact, mais c'est un dialogue notamment entre Marie-Hélène et les architectes pour définir le projet en tant que tel. Voilà, un dialogue, on échange et on adapte le projet au fur et à mesure pour essayer
de faire évoluer le projet dans les meilleures conditions. Tout le monde tombe d'accord. On est dans le dialogue, toujours. On ne part pas du principe, nos fiches sont plutôt dans l'adaptabilité. Dans la réflexion, on se dit que toujours l'architecte va avoir une réponse qui ne sera pas forcément celle qu'on attendait. Et au fur et à mesure de nos échanges, on voit comment on oriente l'évolution, l'avancement du projet. D'ailleurs, sur le projet qui est à l'écran, aujourd'hui, il est en cours d'étude avec des opérateurs immobiliers et une équipe d'architectes et paysagistes. Aujourd'hui, le cœur d'îlot, il est principalement constitué de ce que tu as imaginé, Marie-Hélène, mais il y a d'autres usages. Il y a un cœur, il y a une partie potager pour les résidents. Il y a toujours le cœur paysager qui est ici. Enfin, voilà, il y a aussi d'autres idées finalement qui viennent toujours dans l'objectif du coup de favoriser la végétalisation des cœurs d'îlot et leur utilisation par les futurs occupants. Les orientations, favoriser les logements traversants, la Exactement. qualité du logement, minimiser l'infrastructure liée à la voiture. Tous ces éléments-là font partie des échanges, parce qu'on a tous aussi la conscience des solutions à avoir durables sur ce sujet. Ok, et donc juste une dernière question. Est-ce qu'il existe de la documentation sur les différents types d'aires de stationnement, leurs avantages et leurs inconvénients? Ce sont souvent une grosse surface dans une ZAC. Oui, alors on pourrait communiquer un peu là-dessus. Grosso modo, le stationnement sur espace public, il est principalement constitué de pavés joints enherbés, donc d'espaces perméables. De mémoire, on n'a pas de stationnement sur surface imperméable sur l'espace public. Alors après, la question là, on s'interroge beaucoup sur, alors du coup, et sur les lots individuels, il y a une obligation, alors là, c'est lié au PLUI de Rennes Métropole, d'avoir pour les particuliers, d'avoir du coup des zones de stationnement permettant l'infiltration des eaux pluviales. Donc on a soit du béton drainant, soit du pavé joint enherbé, soit des bandes de béton avec de l'engazonnement. L'illustration ici. Après, il y a un paramètre qu'on est en train de travailler parce qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin sur les tranches ultérieures de la ZAC, notamment sur une démarche bas carbone, c'est l'empreinte carbone du stationnement souterrain. Aujourd'hui, on peut se dire qu'en termes d'immobilisation des sols, effectivement, on va venir caler du stationnement sous les bâtiments, donc ça permet de développer la pleine terre en cœur d'îlot. Mais l'empreinte carbone d'aller construire en sous-sol, ça commence à nous interroger aussi. Donc, il y a du stationnement socle, voilà, sur cet îlot, Marie-Hélène, qui permet de préserver un peu les deux. Et ça renvoie aussi une question urbaine. D'accord. Donc, ces informations, finalement, sont disponibles dans le PLUI? Alors, celle que je viens d'évoquer, oui. Pour celle de la ZAC, non. Mais dans le PLUI, il y a déjà un certain nombre de choses évoquées, notamment pour les stationnements des lots individuels. Oui. La mise en place de pavés à joints enherbés, elle est aujourd'hui, on a un retour sur ce système de mise en œuvre. Ça fonctionne bien. Après, il faut... Pour le particulier, parfois, c'est toujours un peu gênant d'avoir les herbes qui poussent. Mais voilà, ça commence quand même à rentrer dans l'esprit des gens de favoriser de limiter l'imperméabilisation. Ok, très bien. Je vous remercie pour ces réponses. Et on va pouvoir passer à la suite. Hop. Du coup, maintenant, on va essayer de vous diffuser une vidéo que nous avons tournée sur Coolroof France. Normalement, cela devrait fonctionner, mais si jamais, on va mettre le lien dans le chat sur le lien YouTube de la vidéo. Voilà. Rémi, je te laisse lancer. Ah, on n'a pas le son. Enfin, moi, je ne l'ai pas en tout cas. Bon. Je m'appelle Margot Pourrel, je suis responsable R&D chez Coolroof France.
Cool France est une entreprise bretonne. On est basé au Fou dans le Finistère. Et notre métier, c'est de proposer des solutions de rafraîchissement passif des bâtiments, notamment à travers la solution Cool Roofing. On vient déposer un matériau, ou en l'occurrence ici un revêtement en surface de la toiture. Et ce revêtement va cumuler deux propriétés importantes. Celle de réflectance solaire, qui va lui permettre de réfléchir un maximum de rayonnement solaire incident sur la toiture. Et ensuite, la propriété d'émissivité thermique, qui va être celle qui donne la capacité au revêtement à rejeter le peu de chaleur absorbée en rayonnement infrarouge lointain. Aujourd'hui, on est sur le chantier de MGD Nature, une entreprise morbihannaise basée à Brandérion. Sur ce chantier, on utilise notre nouvelle version de produit qui intègre des composants biosourcés. On a cherché à travailler en priorité avec les acteurs locaux, et donc c'est le cas de l'usine de Carvé-les-Reins qui est basée dans le Morbihan à Cléguer et qui fournit pour nous une matière qui s'appelle l'ostrécal et qui est de la poudre de coquille d'huître issue de déchets coquillés et qui nous permet d'intégrer un pourcentage de matière qui est biosourcée et issue de ressources locales. La technique du cool roofing permet d'améliorer le confort des usagers dans les bâtiments ou d'améliorer le bilan énergétique de ces bâtiments. Donc, par exemple, dans le cas de bâtiments qui sont climatisés et qui produisent du froid industriel, on va gagner jusqu'à 20 kWh par mètre carré et par an, notamment dans tous les bâtiments qui sont assez consommateurs comme les magasins de grande distribution. Pour le cas des bâtiments qui ne sont pas climatisés, on en améliore le confort pour les usagers en réduisant la température ressentie lors des pics de chaleur estivale, en moyenne de 3 degrés, et jusqu'à, dans les cas les plus extrêmes, jusqu'à 7 degrés. Et ça, c'est des chiffres qui sont issus des retours d'expérience qu'on a réalisés chez Cool France sur des bâtiments dans plusieurs zones climatiques en France. Donc voilà, après cette petite transition sur les toits blancs et donc l'aménagement du quartier, nous allons maintenant aborder le confort de thé dans les logements avec la participation de Rosanne Autrette et Arnaud Lambert, donc de d'ici là et du groupe Giboire. Marie-Hélène avait commencé à évoquer le sujet de l'orientation et des logements traversants précédemment. Rosanne, en tant qu'architecte, comment traites-tu cette problématique de ton côté? Je vais te laisser partager l'écran. J'arrête mon... D'accord, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, c'est bon, parfait. D'accord. Alors, nous, déjà, pour rebondir sur la présentation de Marie-Hélène, c'est vrai que nous, lorsqu'il y a des urbanistes qui ont fait des prescriptions sur les projets sur lesquels on intervient, ça nous aide, nous, énormément, architectes. Ah, pardon, je vais parler un peu plus fort. Ça nous aide énormément à justement garder cette idée par rapport au confort d'été, à la fois de protection et de rafraîchissement, d'essayer que ce ne soit pas des leviers financiers pour rentrer dans l'économie d'un projet, en fait. L'idée d'optimiser le projet, nous, on n'a rien contre en général, mais il ne faut pas du tout que ça soit au détriment du bon sens, notamment par rapport au confort d'été. Et c'est des choses que nous, on voit parfois. Une casquette solaire qu'on essaye, que le maître d'ouvrage essaye d'enlever justement pour rentrer dans le budget du projet. Et vraiment, quand il y a des urbanistes sur le projet, on sait que ça n'arrive pas parce que les prescriptions sont telles qu'on nous les impose et ça nous aide vraiment à faire des projets très confortables, notamment pour le confort des alors, tu me demandais comment on les traitait. Oui. On essaye majoritairement de proposer des logements traversants. Donc, dans l'optique de rafraîchir, donc on protège par des casquettes solaires, on protège par différentes sortes de protection solaire et on essaie de rafraîchir par des ventilations. Donc, on peut être sur la ventilation double flux quand on ne peut pas faire des logements traversants, mais majoritairement, nous, on essaye toujours
de proposer des logements ultraversants. Même quand on est en logement intermédiaire et qu'on a des coursives extérieures, on essaye de faire quelques baies au nord qui s'ouvrent vers ces coursives, ne serait-ce que pour créer une surventilation nocturne qui vont permettre en période caniculaire d'abaisser la température. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Là, on voit, je vous montre avec ma souris sur l'écran, que même dans les combles, même lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'ouverture en façade, on essaye de créer des petites fenêtres du toit pour permettre justement un rafraîchissement nocturne. Et donc, on couple ça à une très bonne isolation en essayant d'être sur des isolants biosourcés tels la laine de bois qui a un très bon déphasage pour permettre justement de déjà protéger avant de rafraîchir. D'accord. Et donc, du coup, pour avoir le côté maîtrise d'ouvrage, Monsieur Lambert, au niveau des logements traversants, quel est votre avis, notamment au niveau des coursives, peut-être Alors, c'est évidemment une bonne solution pour le maître d'ouvrage que nous sommes. Cela étant, elle n'est pas toujours applicable. Je ne sais pas si on peut passer peut-être à un autre exemple, celui que nous avions d'ores et déjà peut-être à montrer à l'écran. Oui. On est souvent sur des bâtiments un peu plus épais. Donc, on est conscient qu'évidemment, cette solution de logement traversant est très intéressante pour le confort d'été, le refroidissement nocturne. Cela étant, avec des bâtiments plus épais, on a des contraintes qui peuvent être un peu différentes. Et donc là, vous avez un exemple à l'écran avec un bâtiment beaucoup plus épais et où malgré tout, on a eu avec l'atelier de Charles-Henri Tachon une proposition qui nous a semblé être un bon compromis cette fois-ci. On est avec un bâtiment qui est orienté, on le voit à l'écran. Peut-être que je mette ça, c'est mieux. Oui, voilà. Orientation. Un projet assez vaste dans lequel on retrouve plusieurs bâtiments qui sont sur une emprise foncière à Nantes, juste à côté de la Loire. Voilà. Et ce bâtiment-là, que vous soulignez, sur lequel vous passez la souris, là, donc est traité par Charles-Henri Tachon et a essayé justement de répondre à la problématique un peu plus importante du bâtiment plus épais et de la volonté d'avoir malgré tout du traversant. Donc vous l'avez à l'écran ici, c'est cette retraduction avec des façades qui sont donc orientées sud, voilà, et puis systématiquement, malgré tout, des orientations soit est, soit ouest, donc pour recréer malgré tout un effet de circulation d'air sur tous les logements. Donc c'est une astuce qui nous a semblé très intéressante dans cette optique évidemment de ventilation. Comment faire lorsqu'on n'a pas du vrai traversant? Eh bien voilà une solution qui nous a séduite et on espère qu'il séduira également nos futurs clients, nos clients, lorsqu'ils habiteront, puisque c'est un projet en construction. Et au passage, vous aviez une coupe où on voyait évidemment une autre problématique, c'est celle des protections solaires, mais je crois qu'on va l'aborder maintenant. Je ne sais pas si je repasse la parole. Oui, concernant oui, les protections solaires ou même la répartition des pièces donc dans les logements pour vaincre les surchauffes estivales, puisque les logements, s'ils ne sont pas traversants, est-ce que vous jouez par rapport à la répartition des pièces Alors, on a toujours, nous, effectivement, en tête d'essayer de favoriser, évidemment, les pièces par rapport à cette ventilation. Néanmoins, on pense aussi à une répartition des pièces vis-à-vis des expositions et des vues. Donc, ça veut dire on va mettre principalement quand même, on demande à ce que les séjours soient principalement ceux qui bénéficieront des espaces extérieurs, des balcons, puis si possible des chambres, et donc derrière, il y a une distribution naturelle sur les pièces humides, et puis cuisine, salle de bain. Donc, on retrouve forcément une certaine logique qui peut là être parfois un tout petit peu contradictoire avec la volonté purement du traitement environnemental ou du confort d'été. Mais ça se rejoint malgré tout, puisque lorsqu'on parle évidemment d'espace extérieur, on demande systématiquement la création de balcons. Tant que les balcons se retrouvent au sud, évidemment, on va favoriser le traitement et la lutte contre le réchauffement grâce à la présence de ces balcons qui forment casquette. On en a parlé un peu tout à l'heure. Et donc, c'est presque naturel. On avait la coupe là, qui montrait un instant. Peut-être qu'on peut la remettre. Les balcons vont finalement être un élément qui va
favoriser la protection solaire en été, avec peut-être là un tout petit point également un peu contradictoire, c'est la volonté pour nous de proposer à nos clients des espaces extérieurs assez généreux, donc avec du coup des balcons qui forment des casquettes assez longues, et qui là, c'est d'un strict point de vue calculatoire par rapport aux apports solaires, et peut-être pas idéal. Cela étant, il faut qu'on trouve un compromis aussi. Je rejoins M. Lambert par rapport à la répartition des pièces. On essaye surtout de mettre les séjours au maximum par rapport aux vues justement et par rapport à l'orientation sud. Et je le rejoins également par rapport au balcon. C'est vrai qu'il y a une sorte de conflit d'usage par rapport entre le confort d'été et le confort de vie sur sa terrasse. On a envie d'avoir 1,20 m, 1,50 m de largeur de balcon pour pouvoir mettre une petite table et déjeuner. Et en même temps, au-delà de 1 m, 1,10 m dans nos régions, quand on est plein sud, quand on est sur des hauteurs de baie classiques, on va créer une zone plus sombre et on va amoindrir le confort d'hiver. En confort d'été, on est très bien. En confort d'hiver, voilà, et surtout en demi-saison, on va limiter les apports solaires. Mais c'est un juste milieu, c'est un curseur à ajuster, comme disait M. Lambert. Voilà, c'est toujours du bon sens. Parfois, ça peut être sur une moitié d'une baie. Voilà, ou faire des balcons obliques, c'est des choses à ajuster à chaque fois. Je rebondis également sur justement l'orientation des pièces. Donc, on parlait du sud, d'essayer toujours de privilégier les vues sud et justement les séjours au sud. Donc là, on a un outil qui est très bien et qui s'utilise facilement, qui ne s'utilise pas justement par les utilisateurs, qui est là et qui fait son boulot tout seul, c'est les casquettes solaires. Donc, pour peu qu'on ait orienté le bâtiment complètement au sud, elles fonctionnent très très bien. C'est un indispensable en fait dans notre métier. On ne peut plus s'en passer, on ne doit plus s'en passer. Et nous, on essaye de les dessiner à l'agence dès le départ, au tout départ du projet. Elles doivent faire partie de la conception du bâtiment et ne doivent pas être un élément rapporté à la fin du projet pour qu'il y ait une cohérence. Par contre, les façades qui sont plus complexes à travailler en termes de confort d'été, ce sont les façades ouest. Alors parfois, on n'a pas le choix par rapport à l'orientation de la parcelle, par rapport à des contraintes urbanistiques dont on ne dépend pas. Et du coup, il y a plusieurs solutions pour traiter ces façades ouest, sachant que la casquette solaire n'en est pas une. Car les rayons du soleil vont être très bas à l'ouest et donc là, on peut avoir énormément de surchauffe puisqu'elles ne sont pas traitées. Donc nous, là, vous avez un petit panel à l'écran de ce qu'on peut essayer de mettre en place à l'agence. Donc là, on a des briques soleil orientables, donc des VSO qui permettent de filtrer la lumière et de ne pas plonger la pièce dans le noir, parce qu'il n'y a rien de tel pour supprimer le confort d'été que de vivre tout l'été la journée dans le noir pour limiter le trop d'apport solaire. Donc voilà, mais là, ça implique l'utilisation et la manipulation à des bonnes heures dans la journée des utilisateurs. Sinon, la surchauffe sera là. Il y a également les volets, les coulissants ici. Mais voilà, cela aussi implique de mettre un peu dans le noir les pièces extérieures. Et deux autres solutions, ce sont des pergolas très larges avec des plantes non persistantes. Des plantes non persistantes qui vont justement, la végétation va partir l'hiver et du coup va permettre aux rayons solaires de rentrer profondément dans le logement et l'été va être très couvrant et permettre, en gardant de la lumière à l'intérieur, de couper les rayons du soleil. Donc là, la dernière image, c'est une toile tendue que l'utilisateur va venir tendre chaque été. Voilà, c'est quelques exemples de solutions que l'on a trouvées pour gérer la façade ouest. D'accord. Et concernant le calcul des dimensionnements des casquettes solaires, je ne sais pas si tu pouvais nous présenter le graphique. Alors, le graphique, là, on est sur la trajectoire du soleil à une latitude de 48 degrés nord. En gros, c'est Rennes. Rennes, c'est 48 degrés 06. Donc là, en fait, on voit les courbes du soleil. Si on les extrapole en plan,
on voit qu'au 21 décembre, voilà, le soleil, on va le voir, on va en profiter dans le logement seulement si on est bien orienté au sud, à l'est et à l'ouest. Il y aura très peu d'apports solaires. Donc, on travaille avec ça, avec ceci, ce qui nous fait aboutir. Alors, je vais arriver sur les calculs solaires. Ici, avec voilà, différents angles et degrés du soleil aux différents solstices. Et on va essayer que, alors là, si on peut extrapoler et imaginer une bête tout autre, l'idée est que l'été, le rayon du soleil dans la journée arrive ici, à ce point bas, et ne pénètre pas dans le logement pour ne pas créer de surchauffe. Par contre, il faut que notre calcul de longueur de casquette permette en demi-saison et en hiver de rentrer profondément dans le logement. Et là, on va aussi bénéficier des apports solaires et donc permettre au logement d'avoir moins de besoins en termes de chauffage. D'accord, très bien. Et là, on arrive à peu près, quand on est plein sud, sur des hauteurs de baisse classiques, on est autour entre 1 mètre et 1,10 m de longueur de casquette solaire. D'accord. Et donc, en complément de de l'architecture, est-ce qu'il y a des équipements techniques qu'on peut mettre dans les logements, que ce soit collectifs ou individuels, pour améliorer les surchauffes estivales? La double flux est quelque chose et devient indispensable pour rafraîchir, surtout quand on est sur un type de logement non traversant, qu'on n'a pas pu faire traversant. La double flux va permettre de pallier en partie à cela. Sinon, vraiment, enfin, en termes de rafraîchissement, je parlais des logements traversants, de surventiler la nuit. Il y a des petites astuces comme des butées de porte aimantées qui vont permettre de laisser la porte ouverte la nuit, qui ne fasse pas de claquement de porte et que finalement on finisse par les laisser fermer. C'est une petite anecdote, mais en termes d'usage, ça peut simplifier la vie et permettre vraiment un bon rafraîchissement, une bonne surventilation. Voilà, c'est des petites astuces comme cela. Après, il y a des brasseurs d'air. On voit se mettre en place progressivement, comme des petits ventilateurs intégrés à la conception. Nous, on n'en a pas mis pour l'instant. Monsieur Lambert, si vous avez un retour là-dessus. Alors, nous, on a effectivement, évidemment, la même analyse, et vous l'avez dit à l'instant. Ce qui est important, c'est de remettre finalement un petit peu de pragmatisme au milieu de tout ça, ou j'allais dire, de bon sens, puisque au-delà du fait qu'on puisse installer des équipements techniques, évidemment, ces équipements techniques, ils sont contrôlés par des personnes, et donc ce sont évidemment les résidents, dans ce cas-là, qui sont concernés par le bon usage de n'importe quel bâtiment. On parle ici de logement, nous on est souvent confrontés, parce qu'on fait aussi du tertiaire, à cet aspect comportemental qui est presque la pierre angulaire de toute cette logique qu'on évoque d'une manière technique. Ce qui nous a amené, nous, à proposer, dans le cadre d'un bâtiment serein, que je pense une partie d'entre vous connaissent, qui s'appelle Ascension paysagère, qui est prévu avec une partie des bâtiments en passive house, donc évidemment de la double flux, et puis une enveloppe très très travaillée, puisque le label passive house oriente évidemment la technique vers justement ce traitement de la performance du bâtiment, de la performance de l'enveloppe. Cela étant, ça ne fait pas tout. Ça ne fait qu'une partie du bon fonctionnement. Et donc, nous, on s'est interrogé au sein des équipes pour dire comment allait fonctionner le bâtiment, pour pouvoir l'expliquer évidemment au client, si ce n'est qu'on n'est pas sur un fonctionnement habituel. Donc, on s'est rapidement orienté vers l'édition d'un carnet à destination des usagers. Je ne sais pas si on peut... Oui, je vais pouvoir le partager. Ça nous semblait essentiel pour justement être certain que l'usage des bâtiments soit correct et qu'on n'ait pas une mauvaise compréhension et puis un mauvais vécu des résidents, parce que ce serait contre-productif et ça irait à l'encontre de tout ce qu'on évoque aujourd'hui.
Donc ce guide-là, on l'a vraiment imaginé dans ce cadre-là, mais il pourrait être beaucoup plus largement étendu qu'au Passive House, puisque… C'est ce bâtiment. Voilà. Donc le bâtiment que vous avez effectivement, qui témoigne un tout petit peu de la genèse finalement de ce guide résident, bâtiment passif collectif, et vous avez juste la photo en haut à droite là, de ce bâtiment Ascension paysagère situé juste au bord de la Vilaine, donc qui devra être livré fin de cette année. Et donc c'est bel et bien cette partie de bâtiment, puisqu'on a deux bâtiments un peu plus gros, et puis celui-ci qui est en Passive House. Et donc voilà, l'idée de ce guide, c'était d'expliquer pourquoi faire un guide, c'était d'expliquer comment fonctionne chaque logement au sein de ce bâtiment, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contre-indication, de mauvaise gestion du logement avec un mauvais résultat et une mauvaise compréhension finalement de ce choix du Passive House. Le principe qu'on rappelle sur le passif, c'est qu'on est quasiment avec un bâtiment qui ne nécessite pas de chauffage, puisque on est dans une logique, on vient de l'évoquer, d'apport gratuit, aussi bien le solaire que même très simplement les équipements des résidents et les résidents eux-mêmes, puisque quand on est sur des bâtiments hyper protégés en termes thermiques comme celui-là, on va avoir très très rapidement une élévation de la température par la simple utilisation, la simple vie quotidienne des utilisateurs. Au-delà, on a essayé d'expliquer sur cette deuxième page les qualités du bâtiment, le confort thermique, pourquoi est-ce qu'on obtient finalement une enveloppe qui est bien traitée. Donc d'une part, évidemment, les parois, le triple vitrage, et puis évidemment la double flux. Donc il y a un petit schéma qui explique un tout petit peu comment fonctionne une double flux, et puis quels sont les principes même de la double flux, puisque ce n'est pas connu du grand public. Entre professionnels, je pense que quand on parle de double flux, tout le monde sait bien ce dont on parle. Évidemment, le grand public auquel nous, on adresse nos produits n'est pas forcément au fait de ce fonctionnement. Donc, on l'a rappelé, c'est un air qui est préchauffé, qui rentre, ou pré-refroidi, qui rentre. Et puis derrière, de nouvelles questions peuvent apparaître. Du coup, est-ce que je peux ouvrir ma fenêtre? Parce que quand on a une double flux, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je peux installer des rideaux? On a toujours, nous, des volets roulants. Est-ce que c'est bien de gérer ces volets roulants? Donc, toutes ces petites questions qui peuvent paraître très naturelles et puis qui font aussi appel au bon sens, on essaie d'y répondre. Donc, oui, on utilise des rideaux, oui, on utilise certains éléments. Et au-delà, il y a aussi l'aspect technique. Comment est-ce que je dois entretenir ma ventilation? On n'est pas sur une VMC simple flux, donc est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'on peut régler cette ventilation? Et, point très, très important, est-ce qu'on a un réglage du chauffage? Dans un bâtiment passif, on n'a normalement pas à régler le chauffage. Sauf que nous, on a fait un choix, parce que c'est un peu presque le réflexe, de mettre des bouches chauffantes pour pouvoir éventuellement augmenter la température, qui est une température de consigne standard entre 19 et 20 degrés, augmenter cette température parce que certaines personnes aiment chauffer plus. Et puis, il y a même une dépossession très simplement du réflexe standard de l'utilisateur de régler son chauffage avec la molette éventuellement du radiateur. Donc, on a choisi malgré tout de laisser une possibilité pour les résidents de moduler, d'accroître un tout petit peu le réglage de la chaleur qui est au travers évidemment de la ventilation. Voilà. Donc, ce petit guide, il est évidemment, alors la dernière page, c'est une page de… Voilà. Donc, on a vraiment eu pour volonté, et on espère que ça va fonctionner, de bien expliquer que dans un bâtiment qui est un petit peu hors standard par rapport à ce qu'on rencontre habituellement, on a des réflexes qui devaient être un petit peu différents, des réflexes qui continuent d'être bons. Quand on revient sur la page, juste quand on voyait les rideaux et les volets roulants, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure sur les expositions qui peuvent être est ou ouest. Est-ce que je dois ou pas utiliser ce genre de matériel, volet roulant ou rideau? Mais oui, bien entendu. Mais les gens vont quand même se questionner. Comme j'ai une double flux, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et là, je renvoie typiquement à ce que je vous disais tout à l'heure. En tertiaire, on est également énormément confronté à tout ça, avec beaucoup plus de problèmes même, je dirais, puisqu'on a beaucoup plus d'asservissement dans les bâtiments tertiaires. Et là aussi, on est souvent en train de réapprendre la logique naturelle ou le petit effort que tout un chacun doit faire pour, évidemment, régler les protections solaires quand elles existent. On n'a pas forcément des automatismes partout. C'est un peu contradictoire avec les avancées technologiques, mais il faut savoir faire aussi ce type d'effort. Donc, c'est ce qu'on essaie de rappeler ici.
D'accord, très bien. Et donc, ce guide est remis à chaque entrée des occupants dans le logement. Il va l'être puisqu'on livre fin d'année, évidemment. Et donc, c'est prévu, oui, pour chacun des résidents, de manière à ce qu'il y ait une correcte gestion du logement. Absolument. D'accord, très bien. Et du coup, Rosen, toi, du côté des maîtres d'ouvrage directement particuliers, comment ils vivent la manipulation des brises-soleil ou autres Pour les protections solaires? particuliers, on essaie de vraiment les guider, leur expliquer. On fait parfois des retours quelques temps après. On retourne souvent pour faire des photos quand le projet, quand la végétalisation a poussé autour de la maison. Et à ce moment-là, on a les retours en fait, des personnes voilà, après une saison de chauffe, une saison estivale. Et là, on voit si on a bien expliqué ou pas. Le guide des usagers, je trouve ça vraiment très intéressant. Je peux juste faire une aparté sur le bâtiment que vous voyez ici. Ce n'est pas des logements, ce sont des bureaux. On a une salle de réunion que vous voyez ici sur les images qui est orientée à l'ouest et on a privilégié des briques soleil orientales ouest. Donc, on avait expliqué aux usagers, mais bon, là, c'est des salariés, il y a des turnovers, les gens ont changé. Et au bout d'un an, on a voulu faire, comme on a fait ce projet en démarche participative, on a fait un retour avec tous les participants pour voir un petit peu comment était vécu ce bâtiment. Et on a eu ce retour, on était stupéfait au départ d'avoir trop de surchauffe dans cette salle de réunion spécifiquement. Et donc, on est venu voir, on leur a demandé comment ils utilisaient ce bâtiment. Et en fait, les BSO étaient fermés tous les soirs en partant du bureau et ouverts tous les matins, même en période de caniculaire. Donc, on leur a réexpliqué. On a réexpliqué voilà, l'avantage de les baisser quand on vient l'heure de midi, de les remonter le soir au contraire, d'utiliser justement l'outil au battant. On n'en a pas parlé, mais ça peut permettre, sans amoindrir la sécurité, ça peut permettre aussi d'ouvrir en OB, de ventiler la nuit. Et donc, ça a été mieux compris et aujourd'hui, on a des très bons retours sur cette salle de réunion. Voilà, c'est à partir sur les bureaux, mais on retrouve exactement la même problématique en logement. D'accord, très bien, merci. Il y avait une petite remarque dans les commentaires sur les casquettes fixes Est qui sont centre de symétrie autour du 21 juin. Cela veut dire que si on conçoit une casquette nous protégeant en août, elle va aussi nous protéger du soleil en avril, un mois où l'on a souvent besoin des apports solaires. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué les façades Est. À l'Est, on n'a pas de casquette solaire. En tout cas, on essaye. Et même en période estivale, les rayons Est ne sont pas encore trop chauds. C'est vraiment de l'Ouest. Enfin, c'est vraiment la façade Ouest très ouverte avec des grandes baies que l'on va plutôt craindre. Ah, pardon. Il parlait des façades Sud. D'accord. Les façades Sud, justement, c'est d'où l'intérêt de travailler sur. C'est le conflit d'usage dont on parlait avec M. Lambert tout à l'heure. Donc, si on veut vraiment avoir les rayons du soleil qui rentrent au mois d'avril, on va essayer de travailler sur la juste mesure de la casquette, qui va être calculée justement par notre thermicien. Et voilà, on autour de 1 mètre, 1,10 m en général. Et du coup, cette juste mesure, elle permet vraiment de faire rentrer les rayons du soleil en demi-saison comme en avril. Par contre, si on fait un peu plus grand, effectivement, la casquette va les couper. Mais du coup, c'est un curseur à ajuster, c'est un choix à faire avec les usagers. Complètement. Quand on est, nous, dans la position de promoteur, on fait le choix à la place de l'usager, évidemment. Et donc, on doit évidemment essayer de trouver le compromis. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas uniquement s'intéresser à l'aspect optimum du calcul thermique, parce que sinon, on n'aurait pas forcément d'espace extérieur. Or, on sait aussi que pour le bien-être du résident, il faut pouvoir proposer ces espaces extérieurs. Donc, il faut qu'on arrive à ménager à la fois une solution et puis ce besoin d'espace extérieur. Donc, évidemment, on n'est pas idéal à toute saison, oui. Trouver le bon compromis. Voilà. On a une question sur les VMC double flux.
Donc, les VMC sont bien programmés pour bypasser l'échangeur en été ou bien une manipulation doit être faite, difficile pour les habitants. Enfin, doit être faite. Je ne sais pas à qui s'adresse la question. En tout cas, je peux répondre pour ce qui nous concerne. Quand on est dans un bâtiment collectif, évidemment, ce n'est pas le résident, chacun des résidents qui s'occupe de la gestion de la VMC double flux. D'ailleurs, c'est indiqué dans notre guide. Ça fait partie de la gestion normale, au même titre que si on avait du chauffage, et d'ailleurs on a du chauffage collectif, on a une gestion qui est au niveau de la copropriété. Donc tous ces systèmes qui évidemment sont à régler en fonction de la saisonnalité, le sont par des spécialistes et certainement pas de la part de l'habitant. La seule manipulation concernant la gestion de la thermique dans notre bâtiment ne concerne que l'apport de chauffage, uniquement l'apport de chauffage, donc dans le cadre d'un bâtiment collectif. Je laisse Rosane répondre peut-être pour l'individuel. Pour les logements individuels, nous, c'est l'installateur de la double flux, l'artisan en fait, qui va former entre guillemets l'usager et qui va lui expliquer comment bypasser depuis l'échangeur en été. C'est simplement un bouton sur l'appareil, sachant que les habitants, nos maîtres d'ouvrage deviennent des experts de la ventilation double flux à force de l'utiliser. Au départ, surtout, ils regardent très très souvent à quelle température rentre l'air dans le logement par rapport à la température extérieure. C'est quelque chose qui les intéresse vraiment parce qu'il y a un vrai gain économique derrière et un vrai gain en qualité de l'air. Du coup, c'est pas du tout une charge pour eux en logement individuel. D'accord, très bien, merci. Je reviens sur les casquettes solaires, une nouvelle question. Quel est votre avis sur les casquettes verticales que l'on voit parfois apparaître sur les bâtiments? Bonne question. Alors, si je peux me permettre, je crois que c'est compliqué en termes de gestion et de calcul, premièrement, mais le propos n'est pas là principalement pour nous. Je parlais tout à l'heure du compromis. Là aussi, on est évidemment dans l'optique non pas simplement du simple calcul solaire. Une casquette verticale ou un brise-soleil vertical, il va inévitablement cacher les vues. Et ça, pour nous, promoteurs que nous sommes, on propose évidemment des logements et aussi, si possible, des vues agréables. Si elles sont bloquées du fait de la présence de ces brise-soleil verticaux, c'est tout de suite quelque chose qui n'est pas forcément favorable. Donc, on n'est pas forcément là, encore une fois, dans le pur calcul, mais du point de vue promoteur que nous sommes, on n'est pas très favorable pour ce point de vue-là, déjà. Bloquer les vues alors qu'on essaie de proposer des espaces extérieurs, c'est quand même pas l'idéal. Donc la casquette horizontale est bien mieux perçue pour le promoteur que nous sommes que n'importe quelle casquette verticale. Pardon. Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut plus parler de casquette quand on est sur un schéma vertical. C'est peut-être que ça peut marcher en façade ouest, justement, peut-être que c'est une piste une solution supplémentaire par rapport à celle que j'évoquais tout à l'heure. Pour couper les rayons du soleil. À l'ouest l'été, après il faut que ce soit mobile, je pense, pour que l'hiver on bénéficie quand même des apports du soleil. Une nouvelle question. Comment anticipez-vous le 2 à plus 5 degrés moyen estival attendu d'ici 2050, sachant que les bâtiments construits aujourd'hui existeront encore dans 30 ans? Bonjour Jacques. Je pose la question. Oui, moi je trouve qu'il faut qu'on pousse à faire de plus en plus de logements traversants, qu'on pousse justement se protéger, utiliser des matériaux biosourcés très épais. Quand on travaille en ossature bois, essayer d'apporter de l'inertie, vraiment travailler sur la qualité des matériaux avec lesquels on travaille, sur la conception même du logement aussi, voilà, en termes d'être traversant, pouvoir ventiler, que le bâtiment, on n'est pas seulement à demander aux usagers d'actionner, de manipuler des choses, il faut que déjà le bâtiment soit intelligent, qu'on soit peut-être sur des bâtiments moins épais.
pouvoir faire ces logements traversants et après rafraîchir pour créer cette surventilation nocturne. Sinon, on va aller vers la solution du climatiseur qui rafraîchit dedans et qui réchauffe dehors. C'est pas du tout entendable. Donc voilà, c'est les bâtiments sobres et un bon sens qui sera l'avenir, je pense, pour moi en tout cas. Eh ben, merci Rosanne pour cette transition qui est parfaite pour passer au mode constructif. Du coup, il n'y a plus de questions, peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite. Donc, merci à vous deux pour ces échanges. Et donc maintenant, on va vous diffuser la deuxième capsule vidéo sur la scope Ecopaille. Rémi, je te laisse lancer la vidéo. Je suis Sébastien Chamorrois, gérant de la SCOP Ecopaille. On a décidé de créer la SCOP il y a une dizaine d'années pour mettre en œuvre le matériau paille. Les valeurs de la SCOP se sont fondées sur 3 piliers, le bois, la paille et la terre. On a des charpentiers de métier, de formation. Et on a développé une technique pour faire de la préfabrication de murs isolés en bottes de paille. Le choix de la botte de paille en lui-même, c'était principalement travailler avec un matériau local et abondant tous les ans, renouvelable tous les ans. Et on a découvert au fur et à mesure ses performances sur l'été, qui n'est pas un matériau très très performant pour l'été, qui a des bonnes réponses, c'est-à-dire qu'il y a un bon déphasage de par son poids, sa densité. Pour les questions de toiture, là, on va toujours travailler avec le matériau paille et on va venir le compléter avec une laine de bois qui a un meilleur déphasage dans le temps qu'une botte de paille. Avec juste 4 cm de laine de bois, on va gagner 2 heures de déphasage, ce qui va permettre aussi d'éviter que la température à l'intérieur chauffe trop vite et elle soit renvoyée un peu plus tard dans la journée à l'intérieur du bâtiment, donc la nuit en fait principalement. On a réfléchi sur ce concept-là principalement sur un confort d'hiver, en s'apercevant qu'un confort d'été le permettait, surtout avec le choix de la laine de bois. Nous, on a fait le choix de travailler avec un caisson préfabriqué avec plusieurs capacités. Il est très bien en capacité d'avoir une vêture extérieure en bardage bois, et avoir un revêtement intérieur, type placo, fer nacelle, ou avoir cet enduit terre. On a fait le choix d'avoir la terre comme élément pour un très bon régulateur d'inertie, d'hydrométrie et aussi de confort d'été, dans le sens où il va accumuler la chaleur dans son élément et la rediffuser plus tard dans la journée. Dans le mot Ecopaille, on a mis un H qui est un peu plus gros que les autres pour le côté humain. C'était le but de la SCOP, c'est montrer qu'on peut faire du bâtiment humainement. Bon, elle était un petit peu saccadée de mon côté, je ne sais pas si c'était pareil pour vous, mais en tout cas, les vidéos sont sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure, donc on vous mettra tout ça dans le chat si vous voulez les revoir en plus clair. C'est pas ça que je voulais faire. Mince. Hop. Oh, j'arrive pas. Ça arrive, désolée. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Alors on voit confort d'été, journée technique numéro 7, mais pas en mode plein écran. D'accord. Bon. Voilà. Du coup, pour aborder la troisième partie concernant les modes constructifs,
On aura l'intervention de Thierry Chemin du bureau d'études Canopée et d'Hervé Boivin d'Abibois. Je vais laisser Thierry partager son écran. Bonjour à tous. Bon. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Donc, Thierry Chemin, du bureau d'études Canopée, donc un bureau d'études thermique et fluide sur la région rennaise. Donc, pour faire la transition avec la présentation d'ici de là et de Giboire, on va essayer de mettre des ordres de grandeur sur les notions évoquées, donc notamment sur les notions d'apport solaire et de zone traversante, d'inertie. Donc il y aura peut-être quelques redondances, mais ce sera plutôt pour mettre des ordres de grandeur sur les valeurs. Et on va faire aussi le lien avec l'actualité récente, puisqu'il y a eu l'arrêté de la nouvelle réglementation environnementale qui est sortie et qui définit un nouvel indicateur pour justement concevoir des logements confortables l'été. Donc ce sera l'indicateur, la DH qu'on va appeler le degré d'heure d'un confort estival. Donc dans le déroulé, on va présenter ça, des ordres de grandeur, et ensuite présenter différentes solutions qui existent, des solutions dites passives pour éviter justement le recours à la climatisation en logement. Donc, comme je vous ai dit, la nouvelle réglementation qui rentrera en vigueur au 1er janvier 2022 va intégrer un nouvel indicateur qu'on appelle la DH, degré d'heure d'un confort estival. Donc, en fait, on va calculer la température intérieure dans le bâtiment à chaque heure et on va la comparer à une température de confort. Donc, on va prendre la température de confort, on va la mettre à 26 degrés la nuit. Et cette température de confort, elle sera entre 26 et 28 le jour, suivant la température extérieure. En fait, on va considérer que plus il fait chaud dehors, plus on est en capacité de subir la chaleur. En gros. Donc, on va calculer heure par heure la température intérieure en fonction de la température de confort, et dès qu'il y a un écart, on va le sommer, et donc la somme de tout ça fait que plus cette somme sera grande, plus ça veut dire qu'il y aura d'inconfort dans le bâtiment. Donc cette somme sera faite sur la base du scénario météo de la canicule de 2003. Donc, ce sera un calcul qui sera quand même très contraint, puisqu'on se souvient que c'était une des plus fortes canicules de ces dernières années. Donc, ce sera un calcul assez défavorable. Il sera systématisé sur tous les bâtiments, qu'on soit climatisé ou pas. Donc, on aura forcément un indicateur. Aujourd'hui, en RT 2012, on avait juste un indicateur de température intérieure maximum, qui n'avait pas vraiment de réalité physique. Aujourd'hui, chaque maître d'ouvrage sur son étude thermique aura un indicateur qui sera assez fiable et révélateur de l'inconfort estival sur son bâtiment. Et donc, pour les bureaux d'études, attention, le calcul se fera par zone. Du coup, il faudra bien distinguer dans le calcul les zones traversantes des zones non traversantes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cet indicateur, ce sera les deux seuils pour avoir des valeurs en tête. Donc tu auras un seuil bas qui est de 350 degrés heure, où ça veut dire que le bâtiment est considéré confortable, même pour les prochaines années, même en tant que si le réchauffement climatique se poursuit, il n'y aura pas de sujet d'inconfort estival. Au-delà de 1250, on alerte tout de suite, vu le réchauffement climatique, on sait qu'il faut revoir la conception du bâtiment, sinon, dans les futures années, le bâtiment sera hyper inconfortable. Donc le bâtiment ne sera pas réglementaire, il faudra déjà revoir sa conception. Entre les deux,
Le bâtiment est réglementaire, cependant, on alerte quand même qu'il y a un risque à terme d'avoir des besoins en climatisation. Alors, peut-être pas dans les prochaines années, mais peut-être peut-être dans 20 ans. Du coup, l'idée, c'est de se dire, on ajoute déjà ces consommations de climatisation possibles dans les futures années sur les consommations du bâtiment, et on va forcer comme ça les concepteurs des bâtiments à utiliser des solutions passives pour diminuer ces consommations-là. Donc, mettre des volets roulants, favoriser les logements traversants, augmenter l'inertie, va réduire l'ADH et va aussi réduire les consommations du bâtiment. Donc, c'est l'intérêt de ce nouvel indicateur. Donc, pour les ordres de grandeur en fonction des régions, je vous ai mis un petit graphique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les zones H1 et H2 qui correspondent au nord de la France, les bâtiments seront sous le seuil réglementaire assez facilement du 1250. La plupart des bâtiments passeront, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des bâtiments en zone H3, qui, eux, devront faire un effort supplémentaire. Donc, ce qui est assez logique, on ne conçoit pas de la même manière dans le nord de la France que dans le sud de la France, notamment pour le confort des bâtiments. Alors, sur la zone H2 qui est la nôtre, la plupart des bâtiments seront au-dessus de 350. Ils ne seront pas directement considérés comme confortables. Il faudra, si on prend là, c'est le cas d'un bâtiment type RT 2012, conçu en mur béton, logement pas tous traversants, volets roulants, casquette au-dessus. Donc on voit déjà que la différence entre la zone traversante en bleu et la zone non traversante en jaune, il y a un écart assez important du degré d'ordre d'inconfort actuel. Donc, on voit déjà que le caractère traversant va être hyper important sur le confort d'été. Et ensuite, on souhaite alerter sur les bâtiments à inertie plus faible, notamment les bâtiments à ossature bois, pressant qu'avec l'arrivée de la nouvelle réglementation environnementale pour diminuer le poids carbone, c'est une solution qui répond. Attention à ces bâtiments, ils ont une inertie plus faible. L'impact, il est à peu près de 200 degrés heure sur la DH, donc ça aura un impact sur les consommations du bâtiment. On verra que, c'est pas parce qu'un bâtiment est en façade bois qu'on a d'autres solutions pour ramener de l'inertie, donc il y aura des solutions passives. Donc ça, c'est des données qui sont issues d'un bureau d'études Pouget Consultant qui faisait partie du groupe modélisateur de l'Aéro 2020. Aujourd'hui, nous, on n'a pas encore accès à ce moteur de calcul, donc le reste des calculs de la présentation ne sera plus basé sur ce moteur parce qu'on n'a pas pu avoir accès. Donc ensuite, je souhaitais vous présenter quelques ordres de grandeur des différentes notions physiques abordées précédemment, notamment par ici de là. J'ai mis le symbole en gros d'une maison en été, de tous les apports en jaune qui arrivent sur cette maison. Et donc on se rend compte que les apports solaires représentent 2500 watts sur une maison avec des vitrages standards. En gros, c'est à peu près 800 watts du mètre carré. Quand on compare aux apports dus à la conduction des murs, des vitres ou de la toiture, on se rend compte que les 2/3 des apports d'une maison proviennent des vitrages s'ils ne sont pas traités. Donc ça, c'est en l'absence de protection solaire. Donc c'est le point clé du confort solaire, du confort estival. Si on ne traite pas les vitrages, on aura beau faire tout ce qu'on veut derrière, on n'aura jamais un confort.
Donc, la stratégie en logement collectif, donc en fait, c'est un peu hiérarchisé la conception. C'est en numéro 1, on protège des rayonnements solaires. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on essaye de limiter les apports internes. Donc là, par exemple, sur une maison qui est représentée 250 watts, donc ça peut être l'ensemble de l'électroménager, les veilles, l'éclairage. Et il y a 250 watts également dû à l'occupation. Le corps humain dégage une chaleur. Donc ça, c'est le limiter au maximum. Donc après, en logement, ce n'est pas toujours facile. Et ensuite, l'idée, ça va être, de toute façon, si on ne veut pas climatiser, on a plus d'apports que ce qu'on évacue. Donc, si on ne veut pas que ça monte trop en température, on stocke. Donc, on stocke comment? Par l'ajout d'inertie dans le logement. Et on va se dire qu'on stocke le plus longtemps possible. Et dès que la température extérieure permet de décharger, on décharge. Donc ça, ce sera par la surventilation nocturne. Donc ça, c'est la stratégie abordée en logement. Si on ne veut pas de climatisation, on protège, on limite, on stocke et on décharge la nuit. Donc pour protéger, il y a les protections fixes qui existent. Donc les arbres notamment, les arbres donc feuillus en été, qui sont plutôt des bonnes solutions à l'ouest et à l'est, puisque il n'y a pas besoin d'avoir des arbres très très hauts pour déjà protéger. Par contre, au sud, soit il faut les rapprocher des façades, ou avoir des arbres très hauts, donc c'est plus compliqué. Au sud, on va plutôt favoriser ce qu'on a vu, du coup, les casquettes solaires. Donc, si les protections fixes ne sont pas possibles, on passe sur des protections mobiles, donc notamment à l'est et à l'ouest, qui sont efficaces. Donc, la solution de volet roulant est une solution efficace contre les apports solaires. Par contre, elle a l'inconvénient de... Forcément, il n'y a plus d'apport lumineux et il n'y a plus de possibilité de ventilation naturelle une fois que le volet est fermé. Donc, il y a d'autres solutions de protection mobile qui existent, qui répondent mieux au confort estival. Donc, c'est déjà des volets à projection qui permettent de se décaler de la façade, de pouvoir recréer une circulation d'air et d'avoir un peu d'apport lumineux. Il y a aussi les persiennes ajourées qui sont une bonne solution. Elles permettent une ventilation naturelle et elles évitent un potentiel éclairage artificiel, donc, qui sera en plus source d'apport interne, donc double effet bénéfice. Et l'une des meilleures solutions, quand on le peut, alors après il y a une notion de sécurité, une notion de durabilité, mais c'est le brise soleil orientable où là, on peut choisir, on a un compromis possible à chaque heure entre la chaleur qu'on veut protéger et la lumière qu'on veut faire entrer. En plus, il y a des automatisations possibles sur de la domotique, qui fait que c'est une des très bonnes solutions pour se couvrir des apports solaires. Donc là, c'est un petit graphique pour montrer les ordres de grandeur. En gros, de passer de volet ouvert à volet fermé en journée, on gagne directement 15% de taux d'inconfort. Le taux d'inconfort, nous, on l'a défini, comme on n'avait pas accès au moteur de calcul des RE2020, on a fait des calculs sur une simulation thermique dynamique, sur un moteur de simulation thermique dynamique. Donc, on l'a défini comme le nombre d'heures au-dessus de 27 degrés sur la saison estivale. Donc, ça veut dire que là, volet ouvert, on a 30% du temps où on n'est pas à 27 degrés sur la saison estivale. Donc, c'est pas admissible. Déjà, volet fermé, on gagne 15%, donc le gain est important. Et on se rend compte qu'avec des occultations perméables, le gain est encore plus performant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de limiter les apports internes. Alors en logement, c'est surtout les usagers
qui font les apports internes. Donc, en tant que concepteur, on n'a pas trop la main là-dessus. On peut quand même se dire que limiter les apports internes, c'est limiter la densité d'occupation. Donc, il faut plutôt éviter les petites typologies où on a une plus grande densité de population au mètre carré dans les zones les plus exposées. Donc ça peut être une des solutions pour répondre. Donc l'éclairage qui est à la charge du concepteur et installer l'éclairage performant, mais bon, c'est déjà le cas à peu près partout maintenant en logement avec les ampoules à LED. Et on souhaitait alerter sur la notion de bouclage sanitaire qui, forcément, avec les solutions en plus vers la nouvelle réglementation qui pousse vers des solutions plutôt collectives de production d'eau chaude sanitaire plutôt qu'individuelle, on va avoir de plus en plus de réseaux qui sont maintenus en température à circuler l'été également dans nos gaines techniques. Donc, attention de bien isoler ces réseaux parce que l'apport n'est pas négligeable. Donc ensuite, une fois qu'on a bien limité, il faut stocker. Donc pour stocker, pour amener de l'inertie, il faut ajouter de la masse thermique. Donc l'idée, c'est que plutôt que les variations de température intérieure soient plus lentes quand on va stocker que les variations de température extérieure. Donc, pour qu'elle soit efficace, l'inertie, il faut qu'elle soit accessible. En gros, il faut qu'elle soit en contact avec la température intérieure pour qu'elle la stocke. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir beaucoup de surfaces qui permettent de stocker, plutôt que d'avoir une seule paroi qui sera très lourde. Il vaut mieux avoir beaucoup de cloisons et beaucoup de refends avec des planchers et des surfaces de plancher qui permettent de stocker, plutôt qu'un seul plancher qui sera lourd effectivement, mais des faux plafonds et des revêtements muraux qui ne permettront pas de stocker dans les murs ni les planchers. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus de surface possible. Et les matériaux donc, qui sont à préconiser pour l'inertie, qui stockent de l'inertie, c'est le béton, la pierre, la terre crue ou la terre cuite. Donc on va avoir l'impact sur chaque graphique de l'inertie. Donc, par exemple, dans les planchers, sur le taux d'inconfort, entre un plancher léger et un plancher bois où on a ramené une chape, on gagne directement 7% de taux d'inconfort. La solution des planchers béton, des chapes béton, même les refends béton, est une bonne solution pour amener du confort estimal. Dans les cloisons, on peut aussi travailler sur les cloisons. La différence entre une solution plaque au style et une solution brique creuse est déjà de 3%. Donc c'est pareil, c'est une bonne solution. On voit que la terre crue répond aussi très bien pour amener de l'inertie. A contrario, on a regardé aussi ce que permettait la différence entre, par exemple, une laine de verre et une laine de bois qui amène qui est un isolant à une plus grande densité. L'impact est assez faible. En fait, c'est dû parce que lui, il amène une inertie de déphasage, mais il n'amène pas une inertie de stockage. En fait, si je reviens sur mon graphique où on voit tous les apports, en fait, un isolant haute densité, il va permettre de ralentir le flux des 200 watts du mur ou de la toiture. Par contre, si tout le reste n'est pas traité, on voit que c'est ralentir les 200 watts si tout le reste est encore prépondérant, ça ne va pas amener grand-chose. Donc en fait, la solution des isolants haute densité est une solution si déjà on a déjà bien traité le confort avant, et si on a bien traité tous les points. Et ensuite, elle ramènera du confort. Mais ce ne sera en aucun cas une solution de dire je mets des isolants haute densité, du coup, je n'ai pas besoin de volets roulants. Donc, ça ne marchera pas.
Donc là, c'était pour vous montrer qu'un ratio cible qu'on peut, qui est décrit dans un guide que je vous décrirai à la fin, c'est que le ratio de parois lourdes sur notre surface totale disponible, une bonne cible, c'est 0,5. Donc en gros, c'est de se dire, si j'ai mes refends et mes planchers en béton, je vais être au-dessus de 0,5 et donc je n'aurai pas besoin d'avoir de l'inertie sur ma façade, donc, ce qui peut ouvrir ensuite à des façades en parois plus légères. Donc, voilà, ça c'est une des solutions pour la construction bois notamment. Si on répond avec de l'inertie sur les planchers et refends, la solution en façade bois sera quand même confortable l'été. Et donc ensuite, la dernière étape, une fois qu'on a stocké, c'est de décharger. Donc le système le plus évident, c'est l'ouverture des fenêtres la nuit. Donc pour que ce soit efficace, il faut privilégier des zones traversantes. Donc une zone traversante, on considère, nous, qu'elle est traversante quand il y a au moins 25% des baies qui sont sur une autre façade que la façade principale. Donc ça permet déjà d'avoir un tirage. Alors l'idée ensuite, c'est de maximiser l'ouverture possible des fenêtres pour que le taux de brassage à l'intérieur du logement soit maximum. Donc on a fait un petit comparatif. Le taux entre, par exemple, 2 volumeurs de taux de brassage et 4 volumeurs, le gain en inconfort est assez important. Ensuite, au-delà de 4 volumeurs, ça va dépendre de l'inertie que vous avez, mais on n'arrivera plus à des gains très importants. Donc, le 4 volumeurs peut être une bonne cible pour la surventilation nocturne. Donc, dernière solution qui est plutôt une solution palliative quand on n'a pas réussi à faire tout ce qu'on a dit avant. Il y a les solutions des brasseurs d'air. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de diminuer la température dans le bâtiment, c'est plutôt de créer un flux d'air qui va créer une sensation de vitesse d'air sur votre peau et qui va correspondre à une sensation d'abaissement de température. Donc, environ 2 degrés. Donc, si il fait 30 degrés et qu'on met le brasseur d'air, on a la sensation qu'il fait 28. Et du coup, on retrouve une sensation confortable. Donc, attention au dimensionnement de ces équipements. Il faut qu'ils soient bien compatibles avec la hauteur sous plafond. Ça ne sert à rien de les faire tourner à fond, sinon on va encore dégager plus de chaleur qu'au final le ressenti. Et attention au niveau acoustique, au niveau sonore de ces solutions. Donc, pour moi, c'est plutôt des solutions qui sont palliatives en vraiment période de canicule, mais qui ne doivent pas être des solutions sur tout un été en permanence. Donc voilà, en conclusion, c'est de dire que l'ARE 2020 va nous amener un nouvel indicateur qui sera qu'on pourra utiliser dès les phases conception. Donc, je pense que ça va permettre de plus évoquer le confort d'été dès les réunions de conception et de sensibiliser nos maîtres d'ouvrage sur ces points. On aura un indicateur qu'on pourra comparer au seuil, donc les fameux 350 et 1250. Si on a un bâtiment qui est à 1000 degrés/heure, on pourra déjà alerter nos maîtres d'ouvrage sur attention, il y a un besoin de froid et de climatisation important. Il serait bon de déjà envisager peut-être plus de logements traversants, une amélioration de l'inertie, choisir des protections solaires perméables, plus efficaces. Donc voilà, c'est des choses qu'on pourra proposer dès la conception.
Donc, en région Bretagne, on a vu que on est moins impacté par cet indicateur, mais le point de vigilance sera surtout sur les bâtiments à faible inertie et non traversants en logement collectif. Et en maison, les points de vigilance seront surtout sur les bâtiments avec des combles et les fenêtres de toit. Là, c'est pareil. Il faudra creuser d'autres solutions, pousser d'autres solutions passives pour ces bâtiments. Donc, je rappelle les 4 principes fondamentaux. Donc, on protège des apports solaires, on limite les apports internes, on stocke, on décharge. Ça, c'est la base pour un confort dans le logement. Et donc, comme le disait M. Lambert, de toute façon, toutes les solutions qu'on a imaginées en conception, si l'utilisateur final n'est pas au courant de la démarche, ça ne fonctionnera pas, d'où l'importance du carnet d'usage du logement. Voilà. Donc ça, c'est un guide à destination des bureaux d'études qui, s'ils veulent creuser, il y a un guide biotech du confort d'été passif qui a été réalisé par Tribu, notamment, et qui est très bien fait. Donc ça, je vous le conseille, si vous voulez. Donc voilà, je laisse la parole peut-être à Hervé qui va évoquer plus en détail peut-être la construction bois. D'accord, merci Thierry. Je laisse la parole à Hervé. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Je ne sais pas si on prend des questions maintenant sur ce sujet ou si j'enchaîne. Je pense que tu peux enchaîner, on me fera les questions à la fin. Ouais. Alors, je vais partager mon écran. Il faut que Thierry, tu arrêtes ton partage. Merci, c'est bon. Parfait. Là, vous avez mon écran normalement. Sur le vôtre. Bon. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Hervé Boivin, donc de l'association Abibois, association bretonne interprofessionnelle de la filière bois, un petit assaut de 8-9 personnes à Rennes pour les 4 départements bretons où on agit auprès de l'ensemble de la filière, depuis les propriétaires forestiers jusqu'aux constructeurs bois, promoteurs, et de plus en plus on travaille avec les collectivités, aménageurs, urbanistes. Un petit mot sur justement quelque chose qui a à voir avec l'urbanisme. Une étude scientifique a fait la démonstration qu'un hectare de parc couvert d'arbres a le pouvoir de rafraîchissement d'au moins 3000 kW, ce qui correspond à peu près à 1000 appareils à air conditionné. Évidemment, il faut des arbres en pleine terre. Hein. Un arbre va pouvoir évaporer entre 20 et 200 litres d'eau par jour. Et donc, c'est un ordre de grandeur qui me semblait intéressant de vous faire part aujourd'hui, même si ce n'est pas mon sujet. Un point sur la thermique d'été des constructions bois. Donc, Monsieur Chemin en a parlé un petit peu déjà. On sait que les propriétés particulières du bois ne sont pas actuellement, ou n'étaient pas en tout cas, jusqu'au moteur de calcul RT 2012 bien pris en compte, notamment pour ce qui concerne la ventilation des bardages, qui n'est pas pris en compte, en tout cas pas de manière suffisante. Les questions également d'hygroscopie du bois, les effets liés à la mixité des matériaux, au phénomène de migration de vapeur au travers des matériaux. Donc le FCBA, avec le financement du Codifab, qui est un organisme de la filière bois pour financer entre autres des études, ont mené une étude en 2018-2019
qui a pour objet de contribuer à l'amélioration des règles THBAT dans la future réglementation Aéro 2020 et les propriétés spécifiques du bois et des constructions bois, avec un S, ce serait mieux ici, devraient être un petit peu mieux prises en compte. En tout cas, on l'espère. Je vais un tout petit peu revenir sur certains points qui ont déjà été dits, mais je confirme ce que disait Thomas sur la nécessité absolue de contrôler les apports solaires, c'est la priorité. Inertie faible, légère, lourde, peu importe. Si vous avez une inertie parfaitement lourde avec une isolation par l'intérieur et des apports solaires non maîtrisés, vous serez dans un inconfort bien supérieur à une construction légère avec un bon contrôle solaire. C'est vraiment le nerf de la guerre. Il a été rappelé tout à l'heure, on fait rentrer 2 à 3 kW de puissance de chauffage par n'importe quelle baie correctement dimensionnée au sud. Enfin une baie, on va dire de 2,40 m par 2,15 m par exemple. C'est vraiment très très important et si on ne part pas de là, on se plante pour le reste. Pour les constructions donc dites légères en construction bois, on a différentes manières d'apporter de l'inertie. Donc, le premier point, c'est l'utilisation de plaques de parement, plaques de plâtre, fermacelle ou autres, qui sont souvent doublées d'ailleurs pour pouvoir gérer l'acoustique, notamment en logement collectif. Donc, on a souvent 2 plaques, typiquement 2 BA13 sur tous les parements intérieurs. Très souvent, on utilise également à minima une chape sur plancher bois qui va ramener un petit peu d'inertie, 5, 6, 7, 8 cm. On a également la solution des planchers mixtes collaborants bois-béton. Je vais vous en dire un mot dans les diapos qui suivent. C'est une solution qui se développe et on a maintenant des planchers mixtes collaborants qui sont préfabriqués, qui arrivent sur le marché. J'attire également l'attention sur l'importance de l'inertie accessible. Il en a été dit un petit mot tout à l'heure. Donc c'est souvent le cas pour les plaques de parement. Pour les structures refend, enfin tous les voiles béton ou les dalles de plancher, cette inertie qui est effectivement présente dans le bâtiment n'est pas toujours accessible. On a régulièrement des revêtements ou des doublages acoustiques qui viennent sur ces éléments et l'inertie n'est pas toujours accessible, donc bien distinguer l'inertie accessible de celle qui ne l'est pas. Un petit avis un peu personnel, parce qu'il n'est pas corroboré par des études scientifiques ou statistiques, sur les phénomènes de canicule. Donc il est vrai qu'une construction à inertie légère va chauffer plus rapidement, toutes choses étant égales par ailleurs sur les apports solaires notamment et les apports internes. Mais cette inertie légère aura l'avantage d'un rafraîchissement nocturne plus rapide. Or, on sait que la canicule, au-delà d'un phénomène d'inconfort ponctuel, provoque une fatigue des organismes, puisqu'on n'a pas de phase de récupération entre le jour et la nuit. Le corps humain est capable de supporter 50 degrés en température de l'air, des taux d'humidité très élevés, pourvu qu'il y ait des temps de récupération, donc notamment de récupération nocturne. Un des avantages que l'on sait de la construction bois, c'est sa capacité également à un rafraîchissement nocturne un petit peu plus rapide du fait de son inertie légère. Moralité, en cas de canicule un petit peu prolongée, le fait de pouvoir un petit peu récupérer en abaissant de 2 ou 3 degrés la température nocturne
est quelque chose qui me semble fondamental à partir du moment où on sait que dorénavant, on aura des épisodes caniculaires beaucoup plus fréquents et probablement beaucoup plus violents, avec des températures de plus en plus extrêmes. Dans tous les cas, inertie lourde ou légère, pour vivre dans un bâtiment passif bois, je confirme qu'il faut pouvoir réaliser une surventilation. J'ai mis sur en lettres capitales et en taille un peu plus importante parce que je pensais, comme tous les thermiciens, que une ouverture à soufflet, façade sud, façade nord, ou entre deux niveaux, était suffisante pour assurer une vraie ventilation nocturne et un vrai rafraîchissement. Par expérience, évidemment ça marche, évidemment c'est mieux que rien, mais il faut véritablement, en tout cas pour le rez-de-chaussée et le premier niveau, peut-être que pour les bâtiments un peu plus en hauteur et un peu plus exposés à la pression du vent, on aura des balayages et des niveaux de ventilation entre façades beaucoup plus importants. Mais pour ce qui est des rez-de-chaussée, premier niveau, voire deuxième niveau, selon la rigorosité de l'environnement urbain, c'est pas aussi évident que ça. Donc, bien dimensionner les ouvertures. Évidemment, toujours réfléchir pour ce qui est des rez-de-chaussée à des systèmes anti-effraction. Comment ventiler la nuit sans avoir la porte sur le palier grande ouverte et la fenêtre accessible depuis la rue grande ouverte. C'est pas toujours simple. Donc, comment assurer un minimum de sécurité ou d'intimité tout en assurant une grande capacité de ventilation. Donc Thomas a présenté un certain nombre de pistes, de solutions. Les architectes sont là également, et des industriels, pour développer des solutions astucieuses, ou alors revenir à des solutions qui ont fait leur preuve par le passé. On a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui les systèmes fixes, notamment les balcons, les casquettes en tant que brise-soleil. Il faut rappeler que ces ouvrages, en tout cas pour ceux qui sont accessibles, doivent avoir une durée de vie à peu près égale à celle du bâtiment, en tout cas de l'ordre d'une 50aine d'années. Il faut que ces ouvrages supportent des charges, des contraintes. Donc, il faut une solidité suffisante, une salubrité à partir du moment où ils sont réalisés avec le bois. Et pas d'ailleurs, mais surtout avec le bois, on doit avoir une durabilité suffisante. Donc, il faut bien choisir ses essences, bien dimensionner et avoir les bons ancrages dans les façades bois de l'ouvrage. Donc, vous avez ici à l'écran un petit document, un petit guide pratique qui est très bien fait, très détaillé, qui est sorti en décembre dernier, même le mois dernier plutôt, sur les balcons en bois, sur façade et structure bois. Donc, j'invite tous les participants à le consulter, hein, c'est gratuit. C'est en ligne sur le site du codifab.fr. Je vous ai mis le lien vers le site un petit peu plus loin. Vous y trouverez un certain nombre de détails sur tous les systèmes de fixation, toutes les conceptions. Et puis surtout, et c'est ça qui, à mon sens, est vraiment très intéressant pour les concepteurs et pour les entreprises qui vont mettre en œuvre, tous les petits détails de conception pour évacuer l'eau. Par exemple, comment assurer une étanchéité sur un balcon entre niveaux pour que puis tout simplement les poussières, les miettes ne tombent pas sur la tête du voisin d'en dessous. Ça paraît tout bête, mais c'est un point important. Dans cet ouvrage, je vous présente tous ces détails, comment évacuer l'eau, comment assurer la ventilation des pièces de bois pour éviter tout développement fongique. Cet ouvrage est vraiment super intéressant. J'invite chacun d'entre vous à l'avoir dans sa bibliothèque ou en tout cas dans ses favoris.
Donc, on a évoqué tout à l'heure l'idée de ramener de l'inertie par l'utilisation notamment du béton. Je vous ai mis ici un exemple de dalle collaborante bois-béton préfabriqué, qui est celui de l'entreprise Cruard Charpente à Saint-Plé en Mayenne. Vous avez ici un béton qui est collé sur des poutres porteuses lamellées collées bois. Ces éléments de grande dimension peuvent arriver sur le chantier sec. Donc, un des avantages de la construction bois, c'est qu'on est en filière sèche et qu'on peut avoir une élévation de la superstructure très rapide puisqu'on n'a pas de temps de séchage. Et une des difficultés avec l'apport d'inertie par le béton que l'on avait, c'est qu'on revient avec une phase humide sur une structure porteuse sèche. Donc, les charpentiers ont développé là, depuis quelques années ces solutions avec des bétons coulés dans les ateliers et des éléments qui arrivent secs sur le chantier. Donc ça, c'est vraiment une solution d'avenir pour l'inertie, pour la partie mécanique, pour l'étanchéité à l'eau également, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, vous avez tout simplement les porteuses ici en bois, un fond de coffrage qui peut se faire en OSB ou dans un panneau un peu plus noble de type 3 plis, un ferraillage et un béton coulé sur quelques centimètres. Voilà les différentes étapes du processus. Je vais passer très vite là-dessus. Donc, ceux qui connaissent les ossatures bois préfabriquées, c'est à peu près exactement le même principe avec une couche de béton ici collée, mais il existe d'autres solutions avec des liaisons par connecteurs métalliques ou encore par des systèmes de connexion géométrique. Voilà à quoi ça peut ressembler, les différentes dalles bois-béton en cours de pause. Donc là, je viens de citer le système hybridal de chez Cruard. Arbonix, la filiale Vinci, a également développé un dalle préfabriqué bois-béton qui est utilisé en logement, mais également en parking, parking bois et béton. Donc le produit s'appelle Arbotech. Actuellement également en développement par l'architecte Thierry Soquet, un produit similaire, mais avec un panneau de CLT. Donc, c'est un CLT béton collaborant préfabriqué, donc avec le groupe Tanguy et les laboratoires de l'INSA de Rennes. D'autres dalles sont en développement, mais je ne peux pas encore vous en parler. Et je termine mon petit complément avec quelques sites de référence. Donc, j'ai évoqué les différents ouvrages de vulgarisation des normes et recherches en cours par le Codifab, donc codifab.fr, action collective /bois. Le catalogue bois construction qui va vous donner pour notamment toutes les compositions de parois de plancher de murs, les caractéristiques thermiques, acoustiques et incendie, selon qu'on a un BA13, deux BA13, un BA18, de part et d'autre des différentes parois. Donc vous aurez toutes les caractéristiques et toutes les parois traditionnelles, conformes à tous les DTM. Dans ce catalogue bois-construction.fr, c'est un site vraiment très très complet d'informations sur la construction bois, et puis pour identifier également les projets bois et peut-être trouver l'inspiration, regarder quelles sont les solutions qui ont été imaginées par les confrères architectes.
ce site internet panoramabois.fr qui doit recenser quelque chose comme 6000 réalisations maintenant, très bien décrites avec de nombreuses photos. Et vous retrouverez les bureaux d'études thermiques qui ont travaillé sur ces ouvrages, les charpentiers et bien sûr les architectes et les maîtres d'ouvrage qui sont cités nominativement avec leurs coordonnées dans ce site de référence. Ok, merci beaucoup Voilà. Hervé pour cette présentation. Il y a quelques questions, mais nous sommes un peu contraints par le temps. Je peux en poser une. Alors, je vois celle concernant la ventilation et les décharges thermiques avec la rémanence des ICU et canicules. ICU, pourriez-vous préciser ce que c'est? Je ne vois pas. Îlot de chaleur urbain, je pense. Oui, j'imagine. Ben, c'est sûr que... Alors, ne répond pas. Évidemment, enfin, moi, je n'ai pas les calculs ou les mesures en tête. Il est sûr que si on ventile avec un air à 28 degrés, on va moins rafraîchir qu'avec un air à 24. Donc, c'est certain. Moi, mon discours, c'est de dire qu'il faut vraiment un très gros débit de ventilation pour avoir une réalité de la diminution de température à l'intérieur du logement. Donc, il faut une conception avec ventilation traversante, possibilité d'ouvrir largement et non pas avec les 5 ou 6 cm du soufflet. À mon sens, ça ne suffit pas. C'est sûr que le milieu urbain, déjà surchauffé, si on a un air chaud, on va moins rafraîchir. Moi, j'avais évoqué une température de 25 degrés la nuit pour que ce soit efficace. C'est sûr que si l'ajout de solutions pertinentes au niveau urbanistique et ensuite au niveau du bâtiment qui feront qu'on aura des solutions performantes au global. Si ce n'est pas traité dès la base, c'est sûr qu'ensuite la décharge nocturne sera encore moins efficace. D'accord, merci. Du coup, je propose qu'on réponde par écrit plus tard aux quelques questions qui restent pour passer à la conclusion. Donc, pour rappel, toutes les présentations, donc le fichier questions-réponses que nous allons réaliser avec les questions que nous n'avons pas répondues, les vidéos seront disponibles sur notre site dans la journée, sur la chaîne YouTube aussi. Déjà, je tiens à remercier tous les intervenants ainsi que tous les participants. Et je vous rappelle que, donc je vais partager mon écran, le second temps de cette journée, si on peut dire ça, sera le jeudi 3 juin avec la visite de la maison senior La Chapelle-Thoireau. Normalement, vous avez dû recevoir avec l'invitation pour ce matin un lien pour vous inscrire. Donc, ce sera sur la matinée aussi et du coup, ce sera prioritairement pour les adhérents du réseau breton bâtiment durable, mais on vous préviendra, enfin c'est accessible à tous quand même, on vous préviendra une semaine avant si pour la visite, l'heure et les précisions complémentaires. Voilà, je vous remercie encore une fois et puis n'hésitez